Merci pour l'introduction, Karine. Merci donc à Harry, merci BPI, merci à tout le monde hein, pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu en fait de problèmes dont on utilise. Donc je suis donc Edwy, j'anime l'axe 4 en fait dans l'équipe de Karine. Et l'axe 4 c'est un axe transversal dans lequel on fait des méthodes et développement, donc support statistique, support d'analyse de données et développement de nouvelles méthodes pour les analyses nécessaires au laboratoire. Et ça ne veut pas passer. Ah, si, ça y est. Donc, le point de départ de nos analyses, bon, clairement, hein, on est sur le microbiote intestinal et l'interaction, en fait, ce que Karine appelle le ménage à trois entre le microbiote, le diet et l'hôte. Évidemment, donc, au laboratoire, on s'intéresse pour l'autre dans le cas des maladies cardio-métaboliques, de maladies, obésité, diabète, etc., etc. Et la plupart du temps, quand on travaille sur le microbiote, et la plupart des travaux que j'ai vus, notamment ce matin, de manière générale, dans le domaine, travaillent sur la fréquence, c'est-à-dire qui sont les bactéries impliquées. Et donc, on s'intéresse à... Et on a voulu prendre une approche un peu différente sur ce projet-là, dont je vais vous parler. Donc, il y a évidemment d'autres projets hein, concernant le microbiote. Il y a aussi des projets classiques concernant les données cliniques, du corps, etc. Donc, je vais me focaliser aujourd'hui sur une méthode que je vais vous montrer d'utilisation très simple de réseau métabolique. Donc là, on va arriver. Et donc, l'idée, c'est de s'intéresser aux fonctions du microbiote. Donc là, on va plus s'intéresser à qui, mais que faire. Qu'est-ce qui se passe. Donc, l'idée, c'est d'introduire un nouveau paramètre, un nouveau espace de paramètres qui va servir à quantifier certaines relations avec l'autre, éventuellement aussi comment dire, le régime alimentaire. Et on va s'intéresser à ce qu'on appelle un espace fonctionnel, j'expliquerai tout à l'heure, et aussi un espace de graphe et de réseau. Et donc, ce qu'on a développé au laboratoire, c'est ces approches-là pour permettre d'avoir une nouvelle vision en fait du microbiote. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'intéresse, alors on ne voit pas bien, mais il y a marqué métabolique, n'est-ce pas? On va s'intéresser au réseau métabolique. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, évidemment, sait ce que c'est. Donc, je vais quand même donner des définitions formelles. Ce qu'on appelle un réseau métabolique, c'est d'abord un graphe. Donc, un graphe, c'est un objet mathématique qui contient des nœuds et des liens. Donc, ici, les nœuds, ils peuvent être de différentes formes. Ici, vous avez des nœuds en V qui s'appellent des métabolites, hein, qui sont en S substrat, donc qui sont avant, et produits d'une réaction. Et vous avez des carrés, on dit que c'est un nœud qui est bipartite, un graphe qui est bipartite, vous avez des enzymes, et les enzymes, donc ça, évidemment, rien de nouveau, c'est le chimie classique et enzymatique. Mais par contre, si on a un deuxième enzyme, souvent, le produit d'une première réaction est aussi le substrat d'une autre. Et si on a une série d'enzymes, en fait, on peut construire un objet dans lequel les objets sont connectés, les substrats et les produits entre eux sous forme de métabolites, sous forme de réaction. Alors, ici, on a une vision qui est en chaîne. Aussi, ici, sur cette réaction-là, on a une vision qui est en chaîne. Mais évidemment, dans la vie, il y a des pas en chaîne, il y a des bouts. D'ailleurs, cette représentation que vous avez peut-être l'habitude de voir, elle n'est pas terrible parce que vous voyez le nœud ATP devrait être au même endroit. Donc, vous allez avoir un lien entre les deux. Et vous allez avoir un bout les bouts ne sont pas représentés ici. Donc voilà. Donc on va travailler là-dessus, sur les réseaux métaboliques. Donc ce n'est pas une nouveauté, hein, travailler sur les réseaux métaboliques. C'est un truc qui est très utilisé. Maintenant, il y a une grande mode dans les années 2010 de reconstruction de ce qu'on appelle des GEM. Et ça s'intéresse à des problématiques de type flux balance analysis, etc., etc. Et cetera. Et il y a plein d'équipes qui travaillent dessus. Donc, ce que nous, on a voulu faire, c'est justement faire une méthode qui est beaucoup plus simple et de ne pas s'intéresser vraiment au flux. Et vous allez voir ce qu'on fait. Donc, la première chose, c'est qu'on a déjà choisi une méthode extrêmement simple de reconstruction, puisque les données existent. Hein. Vous trouvez des bases de données dans lesquelles vous avez, par exemple, des espèces hein, de bactéries. Ah oui, ok, ouais. Oui, c'est vrai. Donc, à la fac, il n'y a jamais de moteur, on n'a pas d'argent, donc comme ça marche. En général, j'arrive vaguement à suivre mon doigt. Je disais quoi, ouais. Donc, mais la méthode, elle est très simple. Vous prenez la liste des gènes, hein, qui sont incartonés dans les bases de données. Avec ces gènes, vous récupérez celles qui sont faites pour des enzymes. Avec ces enzymes, vous allez dans une nouvelle base de données d'enzymes qui vous donne les réactions. Merci. Euh,
Ah oui. Donc, vous avez des réactions. Avec ces réactions, on peut donc récupérer les substrats et les produits et construire ce graphe métabolique. OK? Et on peut faire ça de manière automatique pour un grand nombre d'espèces, tout ce qui existe. Et on l'a fait. Donc, voilà, je vous donne un petit exemple de bestiole qu'on obtient. Donc, ici, vous avez deux exemples de bactéries en forme de graphe. Je m'en rappelle plus par mot. Grosso modo, voilà les genres d'objets qu'on obtient. Et évidemment, pour le microbiote intestinal, on n'a pas accès, on ne peut pas avoir accès, pardon, c'est plutôt ça que je devrais dire, aux espèces, on peut avoir accès juste aux enzymes présentes, aux gènes présents. Donc on utilise l'information métagénomique de présence de gènes avec une certaine abondance, donc à partir d'un certain seuil, on conserve ces gènes et on peut construire un grand réseau unique métabolique pour l'individu, pour l'hôte, qui concerne en fait toutes les réactions faites par toutes les bactéries évidemment présentes dans son intestin. Voilà, donc c'est ça qu'on a fait. Pour info, ça concerne les bases de données humaines qu'on a, donc au laboratoire, et à gauche, les bases de données publiques pour 5600 espèces bactériennes. Donc une fois qu'on a ça, on peut faire plein de choses intéressantes. Et je vous ai dit, on peut faire des analyses de flux, etc. Et nous, on a pris l'optique de faire le truc beaucoup plus simple. On va juste regarder les propriétés de base du graphe. Okay, on va regarder deux propriétés, donc pour le moment ici. Et la première chose qu'on a voulu faire, c'est de vérifier que quand même, le graphe métabolique d'une bactérie, elle était un peu liée quand même à la vie de la bactérie. Si on voulait faire des liens entre ce que fait une bactérie dans l'intestin et le phénotype de l'autre, on voulait d'abord faire une preuve de concept que ça marchait pour le phénotype d'une vraie bactérie dans son milieu. Donc, il y a plein de phénotypes possibles. On en a choisi plusieurs, si c'était anaérobie, aérobie, si elles étaient température de vie, où est-ce que vivaient les bactéries. On a ces données-là, on a aussi des données d'habitat. Et l'idée, c'est de faire un lien entre ces phénotypes et des propriétés du graphe métabolique. Donc, ces propriétés de graphe, je ne vais pas vous embêter longtemps, mais elles concernent essentiellement la structure du graphe, là, par exemple. On s'intéresse à ce qu'on appelle des composantes connexes, c'est-à-dire, vous avez vu l'espèce de boule de poêle que j'ai montrée. Bon, mais il y en a qui sont séparées d'autres, donc on appelle ça des composantes connexes, des parties séparées. Vous n'avez peut-être pas fait gaffe quand j'ai passé la slide, mais la plupart du temps, il y a une énorme composante connexe et plein de petites. Donc les petites, on s'en fiche, on garde que la grosse. Et à l'intérieur de ces composantes connexes, on peut trouver des cycles. Et on s'intéresse au ratio taille de la composante connexe, de taille de cycle. Okay, et on a trouvé plein de propriétés intéressantes. Si vous regardez toutes les bactéries par rapport à la température de leur milieu, aussi la température dans l'axe des abscisses, donc les bactéries qui vivent dans des endroits très chauds, elles sont là, et celles-ci, elles vivent plutôt en général dans la mer, hein, et vous avez cette relation très forte qu'on a retrouvée sous plein d'aspects, qui est que, grosso modo, la structure du réseau, la structure du graphe métabolique, dépend de la température, sous une forme où, grosso modo, la quantité de cycles en proportion diminue avec la température. Donc, c'est pas facile à se représenter mathématiquement, mais c'est quelque chose qui était connu dans le milieu dans les années 2000, qu'on a retrouvé pour toutes les bactéries connaissant. Là, il s'agit de celles qui existent dans la base de données, alors qu'avant, les premiers résultats, c'était sur une centaine. On peut montrer d'autres choses aussi. On peut s'intéresser à la taille du réseau, c'est-à-dire les bactéries qui ont beaucoup d'enzymes par rapport à celles qu'on a moins. Celles qu'on a beaucoup moins, elles sont là, celles qu'on a beaucoup ici. Et on peut calculer le ratio de taille entre la grosse composante connexe et les cycles à l'intérieur. Et on s'attendrait à ce que ce ratio il reste constant. Et effectivement, il reste constant pour des petites bactéries, il est relativement constant. Mais après, quand vous augmentez entre guillemets, entre complexité bactérienne, vous obtenez des bactéries dans lesquelles la proportion de cycles à l'intérieur augmente plus vite que la taille du cycle lui-même. OK? Donc là aussi, c'est une structure très forte qui indique, en fait, bon, voilà. Et vous notez aussi que ça crée une structuration, parce que là, il s'agit de familles de bactéries, et elles sont structurées notamment par rapport à cette droite, comment dire, on va dire, anomimétrique. On a des gens qui sont systématiquement au-dessus, et des gens qui sont systématiquement au-dessous, même, entre guillemets, famille de bactéries. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est calculer des degrés. Donc, on peut regarder chacun des composés, par exemple l'ATP, et on peut regarder le nombre de réactions sortantes et entrantes. Si vous êtes une réaction sortante, c'est que vous consommez de l'ATP. Si vous êtes une réaction entrante, c'est que vous en produisez. Et on peut calculer ce ratio. Et on s'est aperçu quand on fait ça, et on fait la même chose avec l'eau. OK, et on prend toutes les bactéries, on regarde juste leur statut, si elles sont aérobiques ou anaérobiques. Et on voit que, parce qu'on aime beaucoup en sciences de données, vous avez une organisation qui apparaît naturellement. Les anaérobiques forment un cluster ici d'elles-mêmes. Vous avez les anaérobiques, puis les facultatifs, donc les deux en même temps.
et un groupe déterminé. Donc là, tiens, on a peut-être des métriques qui sont relativement intéressantes pour les utiliser chez les humains, les patients. Et donc, juste pour vous donner un petit exemple de ça, donc évidemment, il y a plein de métriques comme ça qu'on a regardé chez les humains. Mais je vais juste montrer cette métrique-là, si on le fait chez les patients. Donc, on a pris une base de données, une cohorte qui s'appelle Metacardis, qui a à peu près 2000 personnes. Et on les a toutes mises ensemble et on a juste calculé ce fameux graphe de ratio de est-ce que vous produisez beaucoup d'ATP ou est-ce que vous produisez beaucoup d'eau. On constate que l'organisation de l'eau, elle ne change pas beaucoup. Par contre, l'organisation de l'ATP fait de manière naturelle trois groupes. Donc, on a stratifié la base de données, le corps métaphorique en trois groupes, ABC, et ces groupes, on peut les regarder, j'allais dire phénotypiquement. Notamment, bon, il y a plein de résultats, je ne sais pas vite, hein, qui sont plus pas publié. Donc, du coup, je dis très vite, mais grosso modo, le groupe que vous avez ici a tendance à être moins obèse et moins diabétique, et ce groupe-là a tendance à être plus obèse. Donc, le take-home message ici, c'est que les bactéries de personnes qui ont tendance à être plus obèses ou plus diabétiques dans la cohorte métacardis ont tendance à avoir des bactéries qui consomment pardon, beaucoup plus d'ATP, ont plus de réactions qui consomment de l'ATP que le reste des groupes. Et donc, on a une stratification naturelle, et on voit tout de suite, je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il y a trois groupes, vous le voyez immédiatement avec cette représentation. On va continuer avec une autre métrique qui est un peu plus fonctionnelle parce que bon, la production d'ATP, c'est encore. Et puis les ratios entre un truc qui s'appelle le SCOP. Donc, le SCOP, c'est qu'est-ce qui est capable de produire dans un milieu donné des bactéries. Donc, vous imaginez une bactérie, c'est une série de réactions. Si je produis, je mets des métabolites dans ce milieu, il peut y avoir des réactions et je peux regarder à la fin qu'est-ce qui est produit comme réaction. Donc, à partir d'un milieu d'entrée, vous voyez ici par exemple les GTP, puisque j'ai les enzymes présentes, je suis capable de produire tout ce qui est en jaune, mais je m'arrête parce que dans mon milieu, par exemple, je n'ai pas mis d'ATP. Donc, on peut faire calculer ça pour, évidemment, toutes les bactéries, et ça dépend, évidemment, du milieu. OK? Si je rajoute l'ATP, alors toutes les réactions sont faites. Alors, on va dire quel est l'intérêt? Ben, en fait, l'intérêt, c'est qu'on crée des corrélations d'activité entre gènes. On regarde des tableaux de gènes. En fait, on peut faire des corrélations entre le gène et la. Par contre, ici, on crée, à cause du scope, on crée des corrélations entre plein de gènes qui sont dans la même voie métabolique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est calculer ce fameux scope pour toutes nos bactéries, les fameux temps, et essayer de voir si c'était quand même une représentation intéressante. Alors, l'avantage du scope, c'est qu'après, ça transforme très facilement un vecteur avec des 0 et des 1, c'est ce qu'on aime beaucoup en informatique. Et donc, c'est un vecteur où la présence de l'enzyme ou de la bactérie est en jaune, pardon, ou du métabolite est en jaune, et son absence est en violet. Donc, on a mis ça, vous avez les 5600 bactéries, vous voyez qu'il y a des structures, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais grosso modo, le scope représente bien la bactérie, et on l'a montré en utilisant deux techniques, une technique d'apprentissage automatique de machine learning, permet de prédire si la bactérie est chaude ou froide, quel est son habitat, ou si elle est aérobie, anaérobie, et nous obtenons des cuirassiers qui sont extrêmement vrais, jusqu'à 90%, 90% sur ce cas-là. Et on est capable, en utilisant des réseaux de neurones, de même prédire la température exacte, avec une certaine erreur, de la bactérie, en utilisant uniquement ce qu'elle est capable de produire dans un milieu donné. Et bien évidemment, on peut transposer ça, ça devient une métrique qui est intéressante chez les humains. Donc, une autre cohorte, en fait, plus exactement, vous ne la voyez pas, qui s'appelle Microbaria atox et liquigut. Donc, c'est des personnes qui sont essentiellement des femmes qui sont de BMI supérieur à 35 et qui sont candidates pour la chirurgie bariatrique. Donc, une femme dans une corps. Et donc, ce qu'on s'est à faire, c'est calculer le scope. Donc, je reprends, on prend la métagénomique de leur intestin, on calcule le réseau métabolique. À partir du réseau métabolique, on regarde ce que les bactéries peuvent produire et on regarde ce qui est produit. Alors, ce qui est produit par tout le monde, on ne le met pas. Ce qui est produit par personne, on ne le met pas. On met juste là où il y a des différences. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut faire un algorithme de clustering, c'est-à-dire de demander à la machine automatiquement, juste à partir de ces données, on met ensemble les personnes qui ont le profil de scope les plus proches. Donc, on fait ça pour la clustering, c'est d'un clustering spectral. On obtient deux groupes. OK? Donc, on a choisi plein de groupes qui sont doit choisir le nombre de clusters. Si on choisit deux clusters, on obtient ces deux clusters. Alors, ça paraît peut-être pas évident à l'œil tout ça, mais vous voyez que
le premier cluster, et donc quand même, on voit très bien qu'il y a cette zone qui n'est pas du tout apparente par rapport à cette. Okay. Alors, si on regroupe et on regarde les aspects cliniques, ça, on voit que typiquement, les personnes ont un taux de HbA1c plus élevé et c'est statistique. Okay. Donc, on a un groupe de gens qui est statistiquement en général plus diabétique, pour un statut diabétique qui est donc plus fort au sens où l'HbA1c est élevé. Ceux qui prennent de la metformine, d'ailleurs, on ne peut pas séparer la metformine de ce groupe-là. C'est peut-être des gens qui prennent de la metformine. Donc, et ça, c'est donc un clustering, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé, c'est une stratification qui apparaît et qui rend compte en fait de la complexité au sein des patients, avec des patients qui sont proches, alors qu'ils ne sont pas diabétiques par rapport à d'autres diabétiques. Alors, on peut continuer à regarder plus précisément, si je m'amuse à regarder exactement les fonctions qui sont éteintes quand vous êtes plus sévèrement diabétique. On retrouve deux pathways, et c'est là où on voit toute la force de ce processus. C'est deux pathways ici, donc le pathway de la DNAMine et une pathway qui est liée comment dire, taille exacte, mais grosso modo, qui est liée à l'électrolyse des tryptophane, c'est pathway des CND. Ok. Donc, pareil, on peut regarder, et on l'a fait, hein, est-ce que c'est connu, notamment dans le Québec, etc., etc. Il se trouve qu'il y a des liens, des choses à regarder. Mais là, l'attention que je voudrais vous attirer, c'est que ce clustering est rendu possible parce qu'en fait, on a corrélé des enzymes entre elles par le type de scope. Et cette corrélation permet en fait de faire ressortir un effet parce que peut-être que l'enzyme ici est présente chez la bactérie, mais comme on n'a pas le début de la production, cette voie de synthèse, elle est arrêtée. Si on avait fait juste de la différentielle, de la génomique différentielle entre les bactéries, on aurait repéré plein de trucs qui n'auraient pas été intéressants. Là, avec cette méthode, on a en fait le pathway qui apparaît. Et alors, pareil, je n'en parle pas beaucoup plus, mais on l'a fait pour la cohorte métacardite et la cohorte métacardite sur les personnes qui ont une obésité, pardon, qui ont un BMI supérieur à 35. On a des résultats extrêmement similaires, voire les mêmes, et on a des pathways supplémentaires qui émergent. Je vais passer assez vite là-dessus. L'idée étant que cette technique a permis de clusteriser des groupes, de stratifier des patients, enfin des gens d'accord en tout cas, à partir de leur scope, avec des nouvelles informations sur les pathways, c'est-à-dire sur les fonctions. Et ça, c'est, comme on dit, regardless quelles bactéries sont dans le microbiote. Okay. Évidemment, ce ne sera pas indépendant de quelles sont les bactéries. Hein. Donc, pour terminer ce propos, c'est pour convaincre que c'était cheap and easy, c'est-à-dire éviter en fait de faire des techniques ultra compliquées de SBA, des choses comme ça. Là, on a des bases de données, tout existe. À partir du moment où on a des données métagénomiques, qu'on a fait la création des carreaux des gènes, et ben, on est capable en fait, de refaire ça de manière standard. On l'a même streamliné, et c'est pas disponible pour la communauté là-dessus. Donc ça, c'est pas très compliqué. On maintient que c'est un nouvel espace de paramètres qui permet la quantification de patients de manière avancée. Okay. Et dû à des propriétés, je vous dis, qui sont liées à des informations supplémentaires qui sont la base de données de réaction métabolique. Et ça permet aussi, je pense, de rentabiliser un peu plus les génomiques, pas juste retrouver l'abondance des bactéries, mais aussi les fonctions précises. OK. Alors, on revient vite fait sur le ménage à trois, parce que je ne vais pas trop parler. Il y a aussi le diet, et c'est un truc sur lequel on va travailler. C'est que vous avez vu, on peut mettre un milieu pour le scope. Ce milieu, c'est des acides aminés, c'est de l'énergie, etc., etc. Donc, si on a évidemment ce que prennent les patients en moyenne, en standard, on est capable de créer un milieu par patient. Et ce milieu, on pourra le mettre pour chacun de ces patients à son propre microbiote. Et essayer d'avoir une information qui nous permet de distinguer quel est l'impact soit du diet, soit du microbiote sur le phénotype. Donc ça, c'est un des axes futurs, entre autres, hein, là-dessus. J'avais dit que j'irais vite. Je ne vais pas mentir. Du coup, voilà, c'est l'occasion de remercier. Alors, je n'ai que moi. Évidemment, normalement, il y a tout dans la bourse, il y a tout de service de paiement, il y a vraiment plein de gens donc, que je voudrais remercier pour les données, la collaboration et le retour. Voilà. Et merci à moi. Allez, je n'ai pas mis ma photo, cela dit. Mais voilà, donc merci. Et je remercie encore le CHU pour l'invitation.